Ave Maya, Startupery, Trepalium, te salutanti. Aujourd'hui, on a envie de parler d'une startup complètement ouf, Alan. Est-ce qu'on peut, rapidement, tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je suis Jean-Charles Samuelian, je suis le cofondateur et CEO d'Alan. Avant ça, je vais venir à Alan, mais avant ça, moi j'ai 10 ans d'expérience dans le web. J'ai fait de mes 12 à 22 ans pas mal de développement. J'ai vendu mon premier site internet quand j'avais 13 ans et c'était assez incroyable parce que c'était la magie de l'internet quand on était jeune, apprendre tout seul, être autodidacte, pouvoir vendre des trucs partout en France. Extraordinaire, tu codes un truc, le PC fait ce que tu lui as demandé de faire. C'est ça, ouf. C'est complètement ouf et tu rencontres des gens partout en France, partout dans le monde, alors que tu es dans ta petite chambre et tu as 14 ans, quoi. Et ça, c'était mon premier moment vraiment magique et voir que tu pouvais faire un micro-business de ça aussi, qui était assez intéressant. Et quand je suis arrivé en école d'ingé, après un parcours de maths spé, j'étais complètement choqué par la manière dont les entreprises et les gros groupes industriels traitaient leurs problèmes. Et je me suis posé la question de comment j'applique cette méthode de la tech et du web à l'industrie lourde. Et moi, je pensais déjà beaucoup à la santé par pur tropisme familial. Je viens d'une famille de médecins. Et en fait, un de mes copains est venu me voir en me disant « J'ai trop mal voyagé en classe éco si on faisait un truc ». Et on a créé Explicit à 22 ans pour développer le siège d'avion le plus léger du monde. Donc ça fait le premier siège en composite et en titane. On est maintenant sur des dizaines de compagnies aériennes. On a repensé les normes de certification. Dans les compagnies où les gens peuvent l'avoir employé, par exemple, on a quoi? Aujourd'hui, il y a Cebu Pacific, Air Méditerranée, Compagnie africaine d'aviation et plein d'autres un peu partout dans le monde. Donc là, l'objectif, tu divises le poids du siège pour que ça coûte moins cher de faire voler les choses. Exactement. Et que ce soit plus confortable. Exactement, c'était ça l'équation, et plus durable. Économie de kérosène, économie de CO2, plus de confort. Ce qui a plutôt bien marché, ce qui m'a permis de faire un exit il y a 2 ans. Alors attends, juste un truc, comment tu vends juste des sièges d'avion? Parce que pour moi, tu vendais des avions, tu vois, mais comment tu vends juste le siège? C'est un sujet assez intéressant en fait, c'est les compagnies aériennes choisissent leur siège quand elles achètent un avion, ça c'est le premier point. Donc c'est elles qui spécifient l'intérieur et on va livrer ATR, Airbus, Boeing. Et le deuxième point, c'est qu'un avion, ça a une durée de vie un peu plus longue qu'un siège. Du coup, en fait, dans le cycle de vie d'un avion, tu as plein de renouvellements. Et donc, on vient vendre des sièges sur des avions existants aussi. Et là, c'est encore choisi par les compagnies aériennes. On vide l'avion et on remet des sièges. C'est ça. Et c'est assez amusant, mais tu peux faire ça en moins d'une demi-journée. Ah ouais? Ouais. Si tu es bien organisé, c'est quelques heures de travail. Si tu comptes pas toute la certification. Comment ça s'est passé, le premier avion que tu as shippé, plein de sièges? Ouais. Ça doit faire quand même complètement bizarre, non? C'était vraiment très bizarre. Et d'ailleurs, là, on est à Nantes et j'étais un peu touché quand je suis arrivé ce matin, parce que le premier vol que j'ai fait dans mon siège, c'était un Nantes-Paris sur Air Méditerranée, première cabine qu'on a vendue dans cette A321 complètement vide. J'avais amené ma meilleure amie et donc on avait ce sort de jet privé à 220 places avec nos sièges qui volaient pour la première fois. Et c'est une expérience assez incroyable de faire du hardware et de voir qu'il vole et qu'il est utilisé après, etc. Donc expérience complètement fabuleuse. Donc maintenant la boîte est très profitable, en forte croissance et c'est un de mes cofondateurs qui continue à la diriger avec beaucoup de brio, Benjamin. Pourquoi tu as envie de partir de cette boîte-là? Plusieurs conditions. La première qui a été un peu l'élément déclencheur, j'ai perdu un grand-père d'un cancer et ça m'a fait me reconcentrer sur le sujet qui me trottait dans la tête depuis très longtemps, comment on rend la santé plus simple et plus transparente. Et après des conditions qui faisaient que la boîte était déjà profitable et en croissance et j'avais l'opportunité de faire un exit. Donc ce moment déclencheur un peu dur, familial, c'est bien corrélé avec le reste en fait. D'accord. Donc là, tu sors de cette première histoire où tu fabriquais des sièges. Début 2015, ouais. Et tu te dis, je vais lancer une boîte d'assurance. Ouais, en fait, on s'est dit d'abord, avec Charles, qui est mon cofondateur, que je suis allé chercher, lui, il dirigeait des grosses équipes de data science chez Twitter à San Francisco. On se connaissait depuis 10 ans. Et d'abord, on a réfléchi à comment rendre la santé vraiment plus simple et plus transparente. Et en fait, on s'est dit que l'assurance, c'était un peu la brique élémentaire du système parce qu'on est obligé d'interagir avec, elle gère les flux de paiement, elle est en interface avec les hôpitaux, les médecins, les opticiens. Et si ça, c'est compliqué, ça ne sert à rien de rendre le reste plus simple parce qu'il y aura toujours cet élément qui est hyper compliqué et dysfonctionnel. Et c'est pour ça qu'on a créé Alan début février 2016, qui est du coup la première assurance santé digitale en Europe. On est les seuls 100% en ligne. Okay. On est aussi les premiers assureurs
avoir eu un agrément en France Ouais, alors, depuis qu'on soit clair, 1986. on n'est pas en train de parler d'une boîte qui en fait fait de l'assurance avec les autres. C'est pas un courtier. Non. Alan, tu crées une assurance de base et donc tu deviens littéralement assureur. Et pour ça, on n'est pas assureur comme ça. Non, Il y a un peu de paperasse en fait, il y a des garanties à remplir, Ouais. il y a ce qu'on appelle du fonds de cantonnement. Exactement. Être assureur, c'est assez complexe. Et je pense qu'il y a deux trucs intéressants. C'est pourquoi on a voulu être assureur et après comment on devient assureur. Pourquoi on a voulu être assureur, c'était pour maîtriser toute la chaîne de valeur, parce qu'on pensait que juste distribuer un peu mieux un produit, en fait, c'est la petite partie de l'iceberg, alors que si derrière, si la gestion est pourrie, le service client est pourri, la manière de penser le risque, la manière de penser les remboursements ne sont pas fonctionnels, ben ça ne marche pas. Donc tu internalises tout, à la différence de certaines personnes qui vont vraiment penser on va en frontal du consommateur et Ouais. on verra ensuite pour remonter la chaîne de valeur. Ouais. Toi tu dis non, on va quand même prendre tout ce morceau-là de chaîne de valeur tout de suite, même si bon, il y a la partie devenir assureur. Bon, au Ouais. fait, pourquoi on devient assureur C'est ça. et comment on devient assureur? Et donc, une fois que tu as choisi ça et que tu dis en plus ça va servir ma vision long terme de la boîte qui est la santé évolue, donc il faut que j'ai le contrôle complet. Comment je deviens assureur? Ben là, c'est extrêmement complexe. En effet, c'est des fonds propres à gérer, une organisation interne de ma boule sur la gestion du risque, la gestion de la conformité, être sûr qu'on sera capable de rembourser de tout temps nos assurés, piloter sa sinistralité. Donc nous, on est un des seuls acteurs de la place, enfin on est le seul en fait qui ont nos sinistres en continu. Donc en fait, on a un pilotage très très fin de notre risque. Alors, ce qu'on appelle nos sinistres dans le monde Ouais. assurantiel, parce que fort Ouais. heureusement, je bosse pas mal avec le Ouais. monde assurantiel chez Clever. Et donc, ce qu'on appelle les sinistres, c'est quand les gens déclarent des sommes des sommes à rembourser, c'est-à-dire des gens qui ont effectivement eu un problème médical, et donc il faut les rembourser dans ton cas. Ouais, exactement. Quand tu es assureur de voiture, c'est les mecs qui ont eu des accidents. Quand tu es assureur de maison, c'est les ouragans, tout ça. C'est Donc ça. là, ton sinistre, c'est à chaque fois que quelqu'un a eu un truc à rembourser. Ouais. Donc, Et nous, on a tu créé un traques stack tout. pour l'avoir en live, et bon, pour rembourser sous moins de 48 heures, que ça s'affiche sur ton tableau de Parce que bord. c'est quoi en quasi live. sinon chez les autres, ça se passe comment? Les mecs ils agrègent ça la semaine? En au gros, mois il y a un peu d'aléas, mais globalement, au moment de piloter leur risque, et donc s'ils doivent calculer leur ratio de capital, donc est-ce qu'ils ont le bon niveau de cash et de capital pour être sûr de rembourser dans le temps, c'est tous les mois et demi qu'ils ont cette data, quoi. D'accord. Et donc l'idée, c'est de rendre ça beaucoup plus Et fonctionnel. qu'on Donc, soit clair, qui te demande de piloter ces ratios-là? Parce que que ce soit clair, parce que tout ça, c'est quand même un milieu qui a en fait évolué de façon Ouais. légale assez récemment. Ouais. Ça, c'est BAL 2, BAL 3. ouais, c'est même Solvabilité 2 dans l'assurance, qui est la transition de BAL 2 et BAL 3. Et nous, on est piloté du coup par l'autorité de contrôle prudentiel et résolution, la CPR, qui est une branche de la Banque de France en fait. Donc, encore une fois, on n'est pas en train de rigoler avec des gens très drôles. Enfin, c'est très amusant. J'ai fait que quelques startups, Ouais. donc je bosse déjà avec la CPR Ouais. pour des clients de Clever. Ouais. Et l'autre truc avec lequel on avait bossé, nous, on avait réussi à se faire valider par la commission des comptes de campagne. Ouais. Et pareil, autre truc complètement surréaliste, c'est quand tu débarques de l'univers Ouais. des startups dans cet environnement-là, les mecs te regardent littéralement comme un iguane, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, la conclusion, c'est de se mettre un peu dans leurs chaussures et de se dire comment je vais faire en sorte que ce ne soit pas un risque pour eux. Donc, comment je vais faire en sorte d'être plus qu'extrêmement solide sur chacun des paramètres pour qu'en fait, ils n'aient pas trop de risques à te donner leur agrément et leur licence, quoi. Juste pour qu'on soit clair, parce que souvent dans l'écosystème des startups, on va te dire Ouais. ce genre de gestion, la CPR, Ouais. ce genre de choses, ces emmerdeurs qui nous empêchent de faire du business comme on veut. Est-ce que c'est vraiment la vision qu'on en a ou en fait non? Ben, je pense, et clairement, si tu cites les Uber, les Airbnb, c'est l'approche qu'ils ont eu de leur marché. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que, on n'avait pas vraiment le choix, donc c'est une contrainte du marché. Je pense que ce qu'il y a dans la régulation, il y a plein de trucs super intelligents, qu'on gère quand même sur le long terme l'argent et la santé de l'utilisateur, donc il faut qu'on se fixe des règles de fonctionnement qui sont hyper saines, et donc j'apprécie qu'il y ait ces règles. Après, on peut ne pas être d'accord sur tout, sur la manière dont la gouvernance nous est imposée ou des choses comme ça, mais ça, tu arrives à Mais on est réfléchir. d'accord que c'est quand même une bonne chose qu'il y ait cette réglementation. On ne pourrait pas faire tout à la Walmart en sauvage, sinon ça finit sur des scandales Enron, quoi. Je pense que dans l'assurance, ce serait une véritable connerie, quoi. Et il y aurait un risque hyper fou, et c'est bien qu'il y ait un régulateur. Après,
Est-ce qu'on peut améliorer la relation entre les startups et le régulateur? Je pense. Et ça va dans les deux sens, quoi. Le régulateur doit comprendre quels sont nos enjeux. Et après, les startups doivent comprendre que c'est des marchés complexes et du coup, qu'il faut s'armer pour traiter ces marchés complexes et que ce n'est pas des marchés pour les rigolos, quoi. Si on regarde en gros, donc tu dis, voilà, on a décidé, on va devenir une assurance. Ouais. Donc là, vous êtes en février 2016. Ouais. En combien de temps vous devenez une vraie assurance? Il vous faut un peu de cash, il faut un compte de cantonnement quand même. Ouais. C'est là où on est relativement fiers parce qu'on a exécuté plutôt très vite. La boîte a été créée en février. On a eu notre agrément d'assurant en octobre. En C'est 2016, vraiment très, très rapide ça. quand tout le monde nous disait que c'était soit impossible, soit que ça mettrait plusieurs années. Donc on a plutôt très bien exécuté sur ce sujet-là. En parallèle, on a plutôt très bien exécuté aussi, parce que, bon là on a parlé du stack assurantiel, mais ce qui était clé pour nous et ce qu'on construit, c'est la meilleure expérience utilisateur en santé et en assurance santé principalement. Et du coup, on a eu l'agrément le 23 octobre, on était live le 25 avec un onboarding 100% en ligne. Pour se faire rembourser, tu prends une photo de tes factures. On était déjà connecté au système de la sécurité sociale. Donc on avait tout ce stack qui marchait très bien avec ce qu'on pense être d'assez loin le meilleur produit en termes d'interface en complémentaire santé. Et pour les entreprises, et on a lancé 3 mois après pour les indépendants et les individus. Donc c'était une question d'exécution, et dans cette exécution, il y a eu la construction de l'équipe, la construction de notre back-end assurantiel, la construction du front, et bien sûr le cash. On a fait un très gros tour de site vu qu'on a levé 12 millions dans les premiers mois de la boîte. Comment tu convaincs des mecs de mettre 12 millions en seed sur une boîte dont le métier est de faire de l'assurance et qui n'a pas son agrément d'assurance? You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Je pense qu'il y avait plusieurs paramètres. Il y avait l'équipe et les investisseurs ont une forte confiance en nous et dans notre capacité d'exécuter ce qu'on disait, ce qu'on l'avait fait par le passé globalement. Le deuxième point, c'était notre... Enfin non, dans le passé, tu avais construit des sièges, tu n'avais pas obtenu un agrément assurantiel. Oui, mais on avait certifié le premier siège en composite au monde. Ok, donc du coup, tu savais te conformer à des règles et donc tu savais comment... Enfin, tu étais prêt pour ça. C'était ma conviction. Le deuxième point, c'était qu'on avait une maîtrise hyper bonne de notre métier, du code des assurances pour des mecs qui étaient depuis 3 ou 4 mois. Donc, Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. Let's go. moi, je me suis tapé le code des assurances en entier. On a rencontré 35 anciens de la CPR. On a vraiment eu une montée en compétences géniale. Charles est une superstar de la data science et du machine learning, donc l'actuariat, il comprend très bien. Je suis devenu actuaire aussi pour créer Alan. Et après, on s'est entouré d'une équipe de gens qui sont juste extraordinaires dans leur domaine, que ce soit en assurance. Je pense à Bertrand, Paul et Fabrice qui ont cumulé 50 années d'expérience dans l'assurance à des postes incroyables, ou dans notre équipe tech qui vient en grande partie de la Silicon Valley, mais aussi de Blablacar, etc. Et juste pour ça, du coup, tu décides de faire une assurance, tu es sur un truc réglementé. Ouais. En clair, tu n'obtiens pas ton agrément, tu fais quoi? Il y avait un plan B ou c'était go big or die? On avait un peu ce go big or die, mais on avait une conviction assez forte qu'on allait y arriver. 2, on avait d'autres plans, on avait des alternatives. On était certes une boîte française, mais on pouvait aller en Europe. Il y avait plein de choses qu'on pouvait faire. Le seul point qu'on a vu, c'est nous, on a une approche de transparence infinie avec l'autorité de contrôle. Donc je suis allé les voir la première fois avant que la boîte soit créée pour expliquer notre vision, comment on voulait résoudre les problèmes, etc. Et du coup, on a réussi à faire un débat assez constructif où ils restaient dans leur position de régulateur, mais où on a compris très vite les règles qui allaient s'appliquer à nous. Et on avait une conviction assez forte qu'on arriverait à répondre à ces règles-là. Donc à partir de là, on y allait à fond. Et la question du plan B, on avait plein d'idées sous la tête et on y serait allé, mais on n'a jamais eu un niveau de risque qui nous a fait commencer véritablement à travailler sur le plan B. Quand tu as des assurances, tu vis parce que tu as des assurés. Ouais. Aujourd'hui, ça se passe comment? C'est quoi la croissance d'Alan? Ça se passe bien? Convaincre les gens de vous faire confiance, que l'assurance est quand même un métier de la confiance. Comment ça se passe de faire que les gens fassent confiance à une boîte qui a une assurance depuis quelques mois? Ce qui est assez amusant, c'est que nous, on avait assez peur de cette question de la confiance. Et en fait, on l'a eu que le premier jour de notre opération. Et après, une fois que tu as des articles de presse un peu partout,
Les gens ont vu que tu as levé 12 millions avec le plus gros assureur de personnes français qui est CNP, avec Partech, avec Power Corporation of Canada, avec des business angels très très renommés, ça rassure pas mal. Le fait qu'on soit agréé quand même par la CPR, Banque de France, genre c'est pas arrivé depuis 30 ans quoi. Donc les derniers c'était en 1986, la dernière boîte indépendante. Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est super dur et que c'est très 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 réglementé. Donc ça en fait ça a créé cette confiance assez vite. Du coup avec cette communication, notre premier pool de clients est arrivé et on grandit quasiment que par bouche à oreille. Nous on n'a pas d'équipe de sales et on a fait très peu de marketing, on fait des tests, il nous arrive de faire des... C'est une équipe d'à peu près combien Alan? Aujourd'hui on est 15 la semaine prochaine. Donc on reste petit, on était 8 le jour où on a eu l'agrément. On reste petit mais c'est volontaire. Tu peux communiquer sur le nombre d'assurés que vous avez ou pas? C'est pas un chiffre qu'on communique pour l'instant. Ou un ordre de grandeur? Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en ce moment, on signe une dizaine de boîtes par semaine. Et donc les vous êtes boîtes 15 sont entre 1 et 100 personnes. Ouais. Ok. C'est quoi votre objectif avec Alan? Notre objectif, c'est assez clairement de devenir le leader de notre marché. Notre marché, c'est l'assurance complémentaire santé des boîtes petites et moyennes et des indépendants, donc freelancers, avocats, tout ça. Et là, ça commence à bien croître aussi sur ce domaine-là. Donc, on veut devenir leader. Et pour devenir leader, c'est avoir la meilleure stack produit et leur fournir un truc qui est un no-brainer, comme avoir un compte email sur Gmail ou avoir Slack quand tu as une boîte. On veut que tu aies Alan parce que tu vas gagner énormément de temps dans ta gestion RH. C'est intégré avec ton système de paie, tu ajoutes un salarié en 10 secondes, tu inscris ta boîte en 3 minutes. Donc ça, c'est... Tes utilisateurs et tes salariés ou toi, tu gères ta santé de manière beaucoup plus facile. Et donc ça, c'est la première brique. Et la deuxième brique, c'est on veut se verticaliser entre guillemets dans la santé et faire en sorte que tu aies de plus en plus de services qui te rendent la santé et pas seulement l'assurance santé beaucoup plus simple et beaucoup plus transparente. Face à vous, vous avez aussi des approches mutualistes. Ouais. Comment vous définissez par rapport à eux? Pour nous, l'approche est globalement la même et c'est assez amusant. On a parlé avec pas mal d'acteurs de la mutualité et nous, on se définit et le terme est venu d'eux. Donc, c'est pas moi, mais on est un peu ce que la mutualité a fait en 1945, quoi. C'était résoudre un problème et qui était le peu d'accès aux soins, le peu de transparence, énormément de complexité dans le système de santé. Et juste, on le remet au goût de 2017. Et c'est juste que nous, on a une approche du capital, on a levé des fonds, on a du capital privé parce que ça nous permet d'aller plus vite, d'avoir une vraie vision produit et tech pour mieux servir nos utilisateurs. Mais on pense que ça, lié à énormément de transparence, c'est tout aussi efficace qu'un modèle mutualiste. Aujourd'hui, avec MyAmateur, ce qu'on veut, c'est mettre des doers au centre du process. Ouais. Toi, tu es ingénieur, tes associés sont ingénieurs et ont toujours été ingénieurs dans toutes tes boîtes. Ouais. Donc on n'est pas du tout sur le phénomène business school, whatever. Ouais. Est-ce que tu penses qu'en France, c'est un des problèmes de ne pas réussir à convaincre assez les ingénieurs que c'est une bonne chose qu'ils soient au pilotage de l'entreprise? Je pense qu'on a, oui, cette peur un peu en France de ce que ça veut dire gérer une boîte. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'on a beaucoup de naïveté aussi, mais du côté des ingénieurs qui est, comme je suis ingénieur, je ne peux pas comprendre le business ou je dois ne pas m'intéresser au business, alors que les deux sont intrinsèquement liés, il faut comprendre son produit. Je pense que ce qui nous manque en France, ce qui nous fait défaut, c'est une vision produit en fait. Faire du produit, c'est pas sexy. Moi, sur la vision business, je te rejoins. Et pire que ça, en tant qu'ingé qui fait du business, des fois, quand je parle à des jeunes ingés qui veulent monter leur boîte, je leur dis sur tel truc, ton méthode de pricing, elle n'a aucun sens, etc. Le mec me dit, non mais je veux pas de ton truc de commercial, nous on est des développeurs. Et je dis, mais moi aussi je suis un développeur, mec, mais il y a un moment c'est le business, il tourne comme ça. Donc il faut aussi que tu analyses ce truc-là. Il n'y a pas de truc sale à faire du business non plus, quoi. Non. Tu vas pas te rendre des impuretés, tu vois. Je suis complètement d'accord et il faut arrêter de croire que c'est deux mondes séparés, c'est complètement poreux. Pour reprendre notre vision, genre on collecte des primes sur lesquelles on rembourse une grande partie en sinistre, mais on est profitable, ce qui nous permet d'avoir une équipe qui développe de la tech et on a une très grande vision sur ce qu'on développe en tech, qui nous permet de continuer à nous différencier, donc d'avoir un marché plus gros, qui continue d'alimenter, à développer plus de tech. Donc tu peux créer des modèles super vertueux, mais si tu n'as pas de modèle économique, en gros, soit tu es en train de transformer complètement un marché, et c'est super beau, mais en fait tu as une sorte de modèle économique sous-jacent, qui n'est pas forcément financier, mais qui est un modèle de comment je transforme un marché. Et là, tu arriveras à te financer avec des VC, etc. Mais à la fin, tu dois quand même résoudre le problème de quelqu'un. Et résoudre les problèmes de quelqu'un, c'est comprendre qu'on a un modèle produit, économique derrière. Et ça, c'est très important. Et c'est un peu lié aussi en France qu'on se donne l'impression qu'on a le droit d'apprendre que pendant nos études. Alors que tu as le droit d'apprendre et tu dois apprendre, c'est la vie d'un entrepreneur, à tous les moments de ta vie, tu vois. Et il faut continuer à se challenger, à se faire grandir, à recruter des gens qui te font grandir aussi et qui sont super bons dans leur verticale.
Mais ouais, il y a ce truc qui est, on doit faire des grandes choses. Et pour rebondir sur ton truc, bon, il y a le fait que les ingénieurs, ils vont sûrement pas assez, ont trop peur de la technicité. Parce qu'en France, en fait, on est un pays de grands groupes aussi. Du coup, on n'a pas ce gap où il y a des boîtes qui sont créées, intermédiaires, qui disent que tout est possible, donc, alors que vraiment tout est possible. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense qu'on a un cruel manque d'ambition qui est, on a la capacité et on se doit de faire et on doit avoir l'ambition. Il n'y a pas que ça, mais des gens doivent avoir l'ambition de créer des boîtes au moins européennes, si ce n'est mondiales, qui vont être leaders dans leur domaine, quoi. Et on a le droit. Et il faut arrêter de sortir un peu de cet angélisme français qui est que toute start-up doit faire des partenariats avec des grands groupes pour être successful. Non, tu as le droit de devenir le leader de ton marché, quoi. Oui, enfin, nous, c'est toujours ce qu'on a expliqué aux gens. Ils nous disent, mais pourquoi vous n'allez pas vendre ça avec Bidule? On leur dit, mais on ne va pas vendre ça avec Bidule parce qu'on veut notre marge, en fait. Et toute cette partie-là de la chaîne de valeur, en fait, elle est à nous. Et donc, on fera notre marge. Et oui, mais du coup, vous signez moins de deals. Oui, mais on signe moins de deals avec plus de marge. Donc, en fait, on se fait moins chier si tu veux aller par là. Et au lieu de se faire dans un système compliqué de contrats où après, on sera otage de nos propres contrats, tous les clients qu'on gagne, c'est les nôtres. C'est les nôtres et on n'a pas de pépin. Et tu comprends ton processus de vente, tu comprends ton coût d'acquisition client, tu comprends la lifetime value de ton client. Donc, tu peux créer un modèle que tu reproduis et qui est hyper ça. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de partenariat, mais il ne faut pas faire des partenariats for the sake of doing partnerships. Tu vois, c'est juste, tu dois le faire de manière très raisonnée, avec des ROI très mesurés, comprendre quels sont tes enjeux en tant que boîte, quels sont les enjeux des grands groupes. Et tu as le droit de te dire, certes, il y a 10 acteurs qui sont sur ce marché qui sont très gros, mais peut-être que c'est moi qui serai le futur très gros là-dessus. Comme il y avait des milliers d'acteurs sur le web, comme il y avait des milliers d'acteurs dans la pub, et Google et Facebook sont en train de prendre toute la taille du marché. Aujourd'hui, nous, on s'adresse à des populations très jeunes, encore étudiantes, first-time entrepreneurs. La première chose qu'on leur dit, c'est venez créer votre première boîte. On vous prendra zéro cher, zéro machin, on n'est pas là pour vous. C'est super simple. On pense qu'un jour, le karma nous renverra des choses, mais en vrai, on s'en fout. Et franchement, si vous vous plantez, ça nous va aussi. Nous, ce qu'on leur dit, c'est quick win ou quick lose, mais quick, quoi. Genre, fais ta première lose s'il faut le faire, parce que si tu as vraiment envie d'être entrepreneur, de toute façon, tu vas me casser les couilles sur une deuxième boîte, mais au moins, tu auras appris de la première lose. Qu'est-ce que tu penses de cette approche qui, en France, a peut-être encore du mal à passer? Je suis d'accord qu'il faut faire des cycles très vite et qu'il faut savoir changer. C'est toujours cet équilibre qui est très dur pour un entrepreneur entre être très opinionated et être capable de perdre vite. Parce que globalement, si tu fais des choses ambitieuses, tu t'attaques à des marchés où tout le monde va te dire que c'est impossible et où ça va être très dur. Donc, tu vois, il y a un intérêt à avoir un peu de consistance dans la durée, mais à la fois, il faut savoir, au sein de ta vision long terme et la manière dont tu la cibles, ça peut être ton cas, savoir en revanche faire ces petits échanges, j'aime pas trop le mot pivot, mais tu vois, arriver à alterner et à perdre très vite. Et chez Explicit, nous, on a raté des technos, mais avant d'arriver à notre techno composite sur laquelle on a gagné plusieurs prix, on a des brevets, mais on en a raté une dizaine, quoi. Mais on avait des cycles de 3 mois, on savait qu'on testait un produit, et au bout de 3 mois, on devait savoir ce qu'on avait appris, et si on tenait ou pas nos objectifs en termes de performance, on savait si on continuait ou pas, et c'était super sain. Et c'est pareil chez Alan, hein, la boîte a commencé, avant de faire une assurance, les 2 premiers mois, c'était des modèles de machine learning pour faire de la prévention personnalisée, dire quand faire un check-up. Et on s'est aperçu qu'on apportait une nouvelle fonctionnalité dans un système qui ne marchait pas, où on n'arriverait jamais à distribuer. Donc on s'est dit, on va verticaliser, on va créer l'assurance nous-mêmes. En fait, on a fait un truc plus gros que ce qu'on visait au départ pour servir notre vision long terme. Mais juste, on a décidé, on a vu très vite qu'il y avait trop de barrières et ce n'étaient pas les barrières sur lesquelles on voulait se battre, donc on allait attaquer un truc encore plus gros et on avait le droit, quoi. Donc je suis complètement d'accord, il faut aller vite et il faut se mettre des signaux vite et surtout, il faut se fixer les objectifs avant. Enfin, tu vois, c'est le point, et Google utilise les OKR. En fait, tu dis, on va prendre telle métrique et dans 3 mois, on regarde où est-ce qu'est telle métrique et on le regarde sans se voiler la face. C'est ça. Éventuellement, tu peux négocier avec toi-même, mais tu essayes d'aller vite anyway. C'est ça. Est-ce que tu penses, parce que nous on travaille sur des gens très jeunes, avoir été dans une boîte avant de créer sa boîte, c'est obligatoire parce qu'il faut apprendre comment le business marche, ou en fait, y aller et se dire, moi, mon envie, c'est de créer ma boîte maintenant, ça me va et ça ne te choque pas? Disons que tu as plein de contre-exemples. Il y a plein de mecs qui n'ont jamais bossé dans des boîtes et qui ont créé leur première boîte. Moi, j'ai jamais été salarié de ma vie. Par exemple, j'ai fait des stages, mais j'ai jamais été salarié de ma vie. Donc, ça ne fait pas peur. Mais le seul point, c'est genre, il faut comprendre qu'être entrepreneur, c'est être mature sur plein de sujets. Et du coup, quand tu crées une boîte très tôt, c'est super dur. Et 2, il faut apprendre en continu, quoi. Et tu n'as pas le droit d'être naïf. Enfin, tu vois, ou tu vas maturer. Tu as le droit d'avoir cette curiosité qui est liée à la naïveté, qui est j'ai envie d'apprendre plein de trucs et de grandir, donc je dois être une éponge à savoir, mais je dois, challenger ce savoir et l'appliquer à moi, et 2,
comme tu disais, je dois aller très vite et grandir. Donc tu as le droit de ne rien savoir au départ, mais tu n'as pas le droit de rien savoir après un mois, tu n'as pas le droit de rien savoir après 2 mois. Et voilà, il ne faut pas être BA en se disant, et c'est un peu un des risques, c'est qu'être entrepreneur, c'est facile, parce que ce n'est pas le cas, c'est super dur. Créer une boîte qui est successful, c'est super dur, et successful, il n'y a pas de bon modèle. Hein. C'est pas, ça peut être une boîte autofinancée qui ne lève jamais de fonds, mais qui fait un business récurrent, qui te permet de très bien vivre. C'est une boîte qui est très successful. Je suis Facebook, qui est aussi un autre modèle. Et les deux sont très sains. La question, c'est qu'est-ce qui est adapté à moi? Qu'est-ce que je veux résoudre comme problème? Est-ce que je suis sur le bon marché? Aussi, il y a plein de gens qui ont des passions, soit techniques, soit business, mais qui ne se posent pas la question de le reste de l'équation. Donc, comment j'arrive à valider le reste de l'équation? Parce que être le leader d'un marché qui fait 2 000 € par an, tu gagnes 2 000 € par an, tu ne vas pas vraiment t'en sortir. Et donc, se poser ces questions-là, quoi, qui sont difficiles à te poser quand tu es jeune ou quand tu n'as jamais été en entreprise. Mais heureusement, il y a quand même aujourd'hui plein de documentation, il y a des initiatives comme les vôtres qui doivent t'aider à grandir, quoi. Des initiatives comme My Amateur, tu as déjà entendu parler d'initiatives comme ça ou c'est une nouveauté? Il y a un peu de tout, il y a des programmes d'accélération, donc tu vois, des YC, tu as The Family à Paris, il y a Nouma, qui ont tous des typologies très différentes, hein. Station F qui est en train de se créer, donc tu as tout ça qui ont des typologies vraiment extrêmement différentes et qui sont tous super intéressants et qui ont tous beaucoup de valeur. Il y a plein d'accélérateurs, d'incubateurs, donc l'offre est très étoffée. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse et il faut s'insérer dans un écosystème local. Ce que vous faites est assez typique, je trouve que c'est très sain de ne pas prendre de capital. Et je comprends les boîtes qui en prennent aussi, parce que ça leur crée un business model qui est super intéressant. La question, c'est, maintenant, comme pour les startups, je pense qu'il faut le confronter à la réalité, voir comment vous arrivez à faire grandir les entrepreneurs. Et je suis convaincu que vous allez plutôt bien y arriver vu les échanges qu'on a. Et si vous arrivez à faire ça, ce serait génial. Et après, ça va s'auto-alimenter. Et peut-être que demain, la manière dont vous serez organisé, ce sera très différent d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, ce que vous avez créé. Je l'espère que ce sera très différent. Ouais. Et ce qui est cool, c'est d'arriver à mettre cette énergie pour arriver à créer des boîtes ambitieuses et aider les gens à servir cette ambition. Si tu fais ça et si tu le fais bien, et si tu arrives à tirer des talents autour de ça, ça va être merveilleux, c'est sûr. Est-ce que tu veux nous parler latin, s'il te plaît? Alors moi, j'ai fait grec un petit peu. Là, je suis en train de me dédouaner. Donc, je peux me souvenir d'un rosa, rosae, rosam. Mais à la Jacques Taët, mais ça va s'arrêter là, quoi. Je suis vraiment désolé, mais là, moi, je fais que du faux latin. Ouais, ça j'avais compris. Accum la data. Ouais. Genre, voilà, c'est mon état de vie. J'avais compris au début. Mon cofondateur va se moquer de moi parce que lui a réappris le latin sur un précis tout en latin, ce qui est assez marrant. Et moi, je suis pas assez bon sur les langues anciennes. T'as du temps cet été pour passer boire des coups avec nous dans notre caserne? Je vais essayer de repasser à Nantes, avec plaisir. Et puis, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'était très cool. Merci à toi. Bye. Bye. On a parlé d'assurance et c'était passionnant, c'était pas chiant du tout parce que ce mec est super intéressant et génial. Et j'espère que vous avez aimé autant que moi et que vous allez mettre un pouce en l'air et envoyer cette vidéo à votre grand-mère et votre grand-tante qui la trouveront aussi géniale que moi je l'ai aimée, que vous vous inscrirez également à la chaîne. La semaine prochaine, on parlera d'IoT comme un ouragan.